Bonjour à tous, nouveau numéro de Lyon Politique sur le plateau de Lyon Mac TV. Aujourd'hui, Raphaël Ruffier-Foussoul et Damien Gouy-Perret, l'adjoint au maire du 6e arrondissement, Samuel Soulier, et l'ancien élu lyonnais, Romain Blachier. Bonjour messieurs. Bonjour Alexis. Trois sujets soumis au débat du jour, la casse lors des manifestations, la venue d'Éric Zemmour à Villeurbanne et le sondage sur Bruno Bernard. Débutons par les manifestations répétées de plus en plus fortes pour dénoncer la réforme des retraites ainsi que le recours au 49.3. À Lyon, ce jeudi, entre 22 000 et 55 000 personnes ont défilé. Et il y a eu de la casse, comme presque chaque soir lors des rassemblements non déclarés, des poubelles incendiées bien sûr, mais aussi des mairies attaquées. L'incendie de la mairie du 4e arrondissement a choqué, même si les images de Bordeaux sont plus impressionnantes. La situation crée des tensions entre les écologistes et leur opposition. Des élus estiment que Grégory Doucet et ses équipes ont récolté ce qu'ils ont semé à force de trop de complaisance avec l'extrême et l'ultra-gauche. On va peut-être commencer avec vous, Samuel Soulier, vous êtes sur cette ligne-là ? Mais écoutez, en tout cas, moi, ce qui est en train de se passer avec ces casseurs, je trouve que c'est absolument honteux parce qu'on peut manifester, on peut exprimer son mécontentement, mais en revanche, moi, je vois tous les commerçants qui ont leur vitrine cassée, qui ne peuvent pas ouvrir. Je vois aussi tous les événements qui ont été annulés, pas moins de deux sur la place Maréchal-Lyotet, dans le 6e arrondissement, par exemple, dont un qui lui aurait permis de ramasser plus d'1 million de mégots, de canettes et de bouteilles plastiques, qui aurait été un vrai pas pour l'environnement et pour la propreté de notre ville. Donc, il y a un moment donné, on peut manifester, mais on ne peut pas casser. Et je trouve que la porte ouverte, à la fois par la ville de Lyon, en incitant à la désobéissance civile, il y a déjà quelques semaines, en disant que c'était réjouissant, puis surtout par la majorité, par le groupe écologiste et leurs alliés à l'Assemblée nationale, est absolument dangereux. Quand on fait des appels au blocage, comme ce fut le cas de Louis Boyard, alors que c'est quand même une entrave à la libre circulation des personnes, je trouve ça grave. Donc on est dans une escalade qui malheureusement risque de mal finir pour tout le monde. Donc j'espère qu'on pourra ramener un peu de calme et manifester paisiblement et défendre ses convictions paisiblement. Raphaël ? Oui, moi il m'a échappé un truc, j'avais pas compris que c'était les écologistes qui gouvernaient ce pays et qui proposaient une réforme des retraites. Parce qu'à Paris, les casseurs, c'est pas tellement aux écologistes qui s'en prennent, là c'est vraiment pour au le gouvernement. C'est quand même des groupes d'extrême gauche. Donc, qui sont oui, finalement, et donc c'est les Verts, parce que c'est l'extrême gauche, etc. Non, c'est pas les Verts, mais c'est une majorité qui gouverne à la ville de Lyon. Ils ont le dos large, hein, les écologistes. Mais là, franchement, faire ce reproche-là, on va dire que c'est une bonne guerre électorale, mais on comprend pas bien. Je fais pas de reproche à Grégory Doucet sur ce sujet-là. Voilà, parce qu'on avait cru comprendre le contraire il y a 2 secondes. On avait cru que Greg, il balançait des cocktails Molotov, des choses comme ça, on avait cru ça. Pas du tout, je dis que le jeu qui est joué par l'extrême gauche, l'ensemble des partis d'extrême gauche... Donc le Parti Socialiste au Parti d'extrême gauche ? Parce qu'ils étaient hier à la manif, ils appellent à la grève. Alors, c'est large l'extrême gauche chez vous ? Écoutez, en tout cas, ils sont tous alliés sur des élections, qu'elles soient législatives ou municipales. D'accord. Et ils ont combattu ensemble... Et donc, c'est le Parti Socialiste qui jette des Absolument cocktails... pas. Bon, alors voilà, qui jette des cocktails Molotov là-dessus ? Ce sont des Black Blocs. Mais c'est pas des Black Blocs qui sont à la mairie de Lyon. Non, mais voilà. On est absolument d'accord. Mais je ne remets pas en cause Grégory Doucet, je remets en cause l'ensemble des politiques qui ont été menées par l'extrême gauche, qui sont souvent des politiques menées par l'extrême gauche. À quel endroit ? Par exemple, regardez ce que Louis Boyard fait. Ah, d'accord. Donc Louis Boyard qui est un peu loin, dans le 93 ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas des politiques menées. Là, on parle vraiment de ce qui s'est passé à Lyon. Vous savez, la ville là, dans laquelle vous êtes élu. Tout à fait. Mais effectivement, ils n'y sont pour rien, mais leurs alliés, malheureusement, font des appels à la violence et des appels à blocage de certaines universités. Et à Lyon, effectivement, Grégory Doucet a condamné ce qui s'est passé à la mairie du 4e avec fermeté. Il avait effectivement condamné l'envahissement de la mairie du 6e arrondissement lors du conseil d'arrondissement. On est d'accord. Je n'ai pas remis ça en cause. En revanche, la porte qui est ouverte parfois par, en l'occurrence, Grégory Doucet, qu'il avait fait sur l'incitation à la désobéissance civile qui avait été faite. Ce qui n'est pas le sabotage. Je suis absolument d'accord, mais il y a eu des blocages, il y a eu des bâtiments qui ont été, je vous le rappelle, certains ministères qui ont été tout le monde a condamné ça dans la majorité municipale. Il y avait des propos qui avaient été tenus par Grégory Doucet qui avait dit que c'était réjouissant. Non, il n'a pas dit que c'était réjouissant, les saccages dans les mairies, dans les ministères. Pas les saccages dans les mairies, les actions de désobéissance civile. Donc par exemple, comme ce qui a été mené par Mandela, ou par exemple tout ce qui a été mené, c'est de la désobéissance civile, Mandela. On n'est pas du tout sur le même sujet. Oui, mais c'est ça la désobéissance civile, c'est pas le saccage. Damien ? Vous me faites rire tous les deux. D'abord, il faut bien faire la part des choses entre les gens qui manifestent et les gens qui cassent. On voit qu'il y a une vraie différence. Moi, j'ai croisé beaucoup de gens qui manifestent de tous bords politiques qui sont contre cette réforme, qui sont désolés de ce qui arrive. Alors, on en est à un stade aujourd'hui où il y a quand même une petite évolution.
C'est-à-dire qu'on a eu des manifestations sans aucune violence pendant des semaines. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un niveau d'exaspération qui fait que certaines personnes parmi ces manifestants commencent à s'exciter un peu. Et puis à côté de ça, il y a les Black Blocs, très clairement, qui sont là pour en découdre, qui sont des écervelés, qu'on dit d'extrême gauche, parce qu'ils ont décidé de se mettre à l'extrême gauche, mais qui en réalité ne savent même pas où ils habitent. C'est-à-dire qu'ils sont là pour casser, comme on a des gens d'extrême droite qui descendent pour casser, faire des ratonnades. Donc aujourd'hui, on a un niveau qui est... Franchement, râlez pas crête. Alors, c'est inquiétant parce que ces gens profitent du système et desservent les manifestants. Je discutais hier avec des gens qui disaient « Mais moi, je ne sais pas si je vais continuer à les manifester parce que j'ai peur d'être gazé, j'ai peur de prendre un coup de la part d'un Black Bloc, voire de prendre un coup de la part d'un policier, parce que le policier, quand il est chargé par des centaines de personnes, il réagit parce que c'est un être humain et qu'en plus, il est là pour ça. Donc, ce qui est embêtant, c'est ça. Je veux quand même en revenir, et là, je vais abonder un petit peu. Il n'est pas pour saper sur n'importe qui non plus. Hein, non, mais c'est un autre sujet. Oui, mais je pense que c'est le bon sujet. Non, mais step by step. Il peut y avoir de temps en temps des policiers qui abusent. OK, en attendant, ils sont là pour maintenir l'ordre public. Ils ont quelquefois des sauvageons qui se jettent sur eux. Pourquoi un sauvageon pourrait aller défoncer la gueule d'un flic sans que le flic lève le petit doigt? C'est un autre sujet. Le sujet, là, aujourd'hui, c'est de savoir si effectivement, les écologistes se laissent déborder. Je répondrai après là-dessus. Je pense que les écologistes se laissent déborder, évidemment qu'ils n'appellent pas la violence, évidemment qu'ils condamnent la violence, peut-être pas assez fermement, etc. Je pense qu'ils sont effectivement laissés un peu déborder quand ils ont appelé plusieurs fois, à Lyon ou ailleurs, à la désobéissance civile pour sauver le climat, par exemple, en disant il y a des choses qui se justifient. Et quand on dit ça, il y a un moment, forcément, on est en contradiction. Il y a forcément un moment où on ne peut pas dire non, pas de désobéissance civile ici, alors que là, vous avez le droit. C'est juste contradictoire. Ils ont toujours été pacifistes dans tous les mouvements. Il n'y a pas eu de mouvement violent. Je ne vois pas où est-ce qu'on peut voir un appel à la violence des écologistes. Mais on a déjà débattu de ça. Quand vous avez la M7 qui est bloquée par 10 jeunes qui viennent s'aligner devant des voitures, c'est ultra dangereux. C'est une violence. C'est aussi l'interdiction aux gens de circuler. C'est pas mettre sur le plan qu'un saccage. Mais je ne compare pas ces gens-là avec les Black Blocs. Il fallait écouter le début de mon propos, Romain. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, et on peut le justifier. On a l'impression que vous les mettez sur le même plan. Non, pas du tout. On peut justifier, on ne justifie pas, mais on peut comprendre aussi que les gens qui jusqu'ici étaient des gens très calmes, avec le 49.3, avec l'attitude des politiques, aujourd'hui ont un niveau d'exaspération qui est élevé, d'autant plus que ça leur coûte cher, ces manifs, et qu'à un moment, ils se disent si on n'est pas entendu avec nos journées de manifestation, on veut aller plus loin. Et dans le lot des 22 milliers de personnes qui ont manifesté à Lyon hier, il y en a certainement quelques dizaines qui commencent à aller plus loin. C'est ça qui est dangereux. Les Black Blocs, c'est autre chose. En revanche, sur les Black Blocs, il y a un moment, et là, vous allez me parler de violence policière, il y a un moment, les Black Blocs, quand on a 50 excités dans les rues de la Croix-Rousse, qui sont armés, qui sont là pour casser, oui, il y a le risque qu'ils se prennent un pain dans la gueule, très clairement. Et franchement, quand j'entends là, et je l'ai vu encore dans différents communiqués, quand j'entends là des politiques dénoncer la violence policière qui peut arriver, des dégâts collatéraux dans les manifs, et que j'entends parler de violence policière dans ces situations-là, ça me scandalise. Parce qu'effectivement, ces foutraques qui vont casser la ville la nuit, ils méritent quoi? Normalement, ils méritent de se faire embarquer. Ce sont des justiciables. Sauf que pour prouver que c'est très compliqué, on sait très bien qu'ils vont être placés en garde à vue, relâchés au bout de 3 jours. Je me mets à la place des policiers qui prennent des coups toutes les 5 minutes. Il y a un moment, ce sont des êtres humains, ils rendent des coups. Donc moi, je ne blâme pas les écologistes. Ce n'est pas de la faute des écologistes. Je pense qu'ils ont été un peu faibles dans leur discours les mois précédents. Là, ils ont fait le job. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que Bruno Bernard et Grégory Doucet ont fait le job. On va laisser Raphaël répondre simplement. On me dit dans l'oreillette, Romain, si vous pouvez arrêter de jouer avec vos feuilles, vous faites trop de bruit. Ben oui, mais comme moi je parle pas, je m'occupe. Raphaël. Non, mais bon, la conclusion paraît moins à côté de la plaque que ce débat depuis le départ, parce qu'effectivement, le vrai débat, il n'est pas de savoir si les écologistes sont responsables des violences. Je pense que le débat qui était intéressant cette semaine, c'est entre la préfecture et les écologistes. Entre les écologistes qui dénoncent des violences policières qui ont eu lieu pendant les manifestations officielles. Et effectivement, on en a eu des témoignages, c'est-à-dire que rien à redire sur les casseurs, les Black Blocs qui soient poursuivis par la police, appréhendés, que parfois ce soit compliqué de les appréhender, tout ça. Il n'y a rien à redire là-dessus. Je le nez cassé là comme ça, c'est des souvenirs de manifestations et c'est pas les policiers qui l'avaient fait à l'époque. C'est pour vous dire que c'est pas des questions nouvelles, mais il y a par contre des vraies questions sur la question du maintien de l'ordre.
comment on évite les violences en fait dans une manifestation? Il y a deux manières. Il faut que les deux soient associés. D'une part, il faut que la manifestation soit encadrée par des services d'ordre des syndicats, des organisateurs de la manifestation. Et quand ça part en manifestation spontanée, c'est là où ça devient dangereux. Moi, je me suis promené hier soir, je suis tombé sur le groupe là, qui a encore attaqué la mairie du 1er arrondissement. C'était des très jeunes, très, très sympathiques pour la plupart, et qui regardaient des casseurs qui étaient infiltrés parmi eux, cassés, et qui n'avaient aucune idée de comment, même que ça pouvait être de leur responsabilité de les empêcher de le faire. De toute façon, ils en étaient bien incapables. Par contre, donc il faut ça, et puis en face, il faut effectivement des services de l'ordre qui fassent correctement leur métier. Les forces de l'ordre en France, il y a un vrai problème sur la stratégie appliquée par la France, qui est pointée du doigt en Europe partout. Il y a un vrai problème sur le traitement des plaintes de violences policières, qui n'est pas fait de manière suffisante et pas de manière suffisamment indépendante. Et il ne faut pas s'étonner quand justement dans les manifestations officielles, on se retrouve avec les manifestants normaux, entre guillemets, qui se font charger, qui se prennent des gaz lacrymogènes, qui ne viennent plus, que les organisations syndicales ne soient plus là pour assurer le service d'ordre et que du coup ça parte sur des violences. Là, il y a un jeu, moi je suis assez inquiet honnêtement de la situation aujourd'hui parce que je pense que contrairement à l'époque des Gilets jaunes, les Gilets jaunes, mine de rien, ils n'avaient pas embarqué toute la société française. C'était en dehors des périphéries, les jeunes n'étaient pas vraiment venus, les villes n'étaient pas vraiment venues, les banlieues n'étaient pas vraiment venues. Voilà, ça avait été un mouvement qui avait été long, compliqué. Là, cette réforme des retraites, elle fait quand même une opposition frontale, massive de la population. Je pense qu'il y a une colère sourde d'une bonne partie de l'électorat qui a estimé qu'il n'a pas pu s'exprimer aux 2 dernières présidentielles, qui va chercher le moyen, à un moment donné, d'exprimer cette frustration, cette colère. Et ça peut être, alors c'est toujours compliqué de savoir quel mouvement va partir, mais je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait à un moment donné une opposition, ce sera peut-être celle-là. Et si les jeunes vraiment descendent dans la rue, si vraiment il peut y avoir un mouvement massif qui démarre maintenant. On a senti le virage déjà hier, où effectivement on a de plus en plus de personnes qui descendent. Et effectivement, cette opposition, elle arrive même jusque dans les bancs de la droite, où on a quand même un tiers des députés aussi républicains qui sont opposés fermement à cette réforme depuis le début. Donc cette espèce de logique aujourd'hui transpartisane sur l'opposition à cette réforme de retraite, que ce soit chez les politiques ou que ce soit surtout le plus important, chez le peuple français, va nous conduire à quelque chose d'assez inédit. Et je pense que le gouvernement va faire face à une opposition massive, effectivement, de toute la population. La différence avec les Gilets jaunes, c'est qu'il y a un sujet commun. Pour le moment, je n'ai pas pu m'exprimer dessus, mais je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit, en fait, tous les deux, sur la question de la distinction casseurs-manifestants, sur la question aussi du débouché qu'on est en train de chercher, mais vous aussi également, bien sûr, sur la question aussi du problème de débouché politique qu'on trouve. Et c'est vrai que, d'ailleurs, sur ces violences, il y a une autre caractéristique, c'est qu'en fait, on parle beaucoup des violences parce qu'elles nous inquiètent, parce qu'évidemment ça amène à ce que des manifestations dans le 6e arrondissement ou ailleurs d'ailleurs, où des conseils d'arrondissement soient interrompus, etc. Et que du coup il y a une dimension qui est effectivement spectaculaire là-dedans. On a tendance à en parler, qu'évidemment il y a ces 50 personnes qui effectivement méritaient surtout de se faire arrêter il y a 2 jours, qui ont semé la panique à la Croix-Rousse. Mais il y a énormément de choses aussi qui sont duquel on ne parle pas assez, c'est-à-dire du fait qu'il y a un vrai mouvement social avec des arrêts dans certaines usines, dans certains lieux de production, qu'il y a une tentative aussi de réinvention des fois des moyens de grève, que quelque part aussi, je pense qu'il y a eu du jet de l'huile sur le feu par le président de la République lorsqu'il explique aux organisations syndicales qu'elles n'ont pas proposé de contre-plan, alors que certaines d'entre elles l'ont fait. Donc du coup, ça décrédibilise aussi la parole syndicale. Et puis vous avez parlé des gilets jaunes, avec, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit sur les gilets jaunes, avec aussi une dimension qui peut être inquiétante, c'est que les gilets jaunes, ils ont été partiellement entendus, attention, il y a eu des moyens en tout cas qui ont été mis derrière. Certaines organisations se disent, ou certains militants se disent, mais peut-être que c'est parce qu'ils étaient violents. Et du coup, ça amène à une espèce d'incitation presque à la violence. Lorsque vous manifestez pacifiquement et qu'on vous dit que ça ne change rien, vous commencez à avoir, et ça a été dit par tous auparavant, c'est ce qui amène aussi à une radicalisation d'une partie de la manifestation. Et attention à nous qui, on n'est pas forcément
toutes et tous hommes de médias, mais je veux dire, on est dans des situations où on peut prendre la parole sur un certain nombre de choses. Et c'est vrai qu'on prête beaucoup l'attention aux violences, qu'il faut dénoncer, il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table. Mais il faut aussi qu'on parle aussi beaucoup du mouvement social qui existe. Et il y a un vrai mouvement social qui se passe, avec des propositions, avec une exaspération qui, évidemment, j'en suis d'accord, Raphaël, va amener peut-être à une situation qui est vraiment inquiétante. Mais parlons pas uniquement des casseurs. Souvent, parler des casseurs, ça amène aussi à ne pas parler du fond derrière. Très bien, eh ben, je pense qu'on a été très complet sur ce sujet. On passe à notre deuxième thème du jour sur lequel nos propos seront peut-être en partie obsolètes puisque nous évoquons l'annulation de la venue d'Éric Zemmour à Villeurbanne. Il a déposé un recours. Le leader de Reconquête qui devait réaliser non pas un meeting mais une séance de dédicace de son livre « Je n'ai pas dit mon dernier mot ». Ce samedi au CCVA, le maire de Villeurbanne a pris un arrêté pour interdire cet événement, expliquant avoir été trompé par les organisateurs, craignant des troubles à l'ordre public. Toute la NUPES s'applaudit. Alors est-ce que Cédric Van Stevendel a bien agi ou est-ce qu'il malmène la liberté d'expression ? Alors, est-ce que c'est un sujet de liberté d'expression déjà? Parce que Éric Zemmour, là, on est dans une entreprise commerciale. Oui. Qu'est-ce qu'il fait comme tournée? Il vient vendre son livre. On peut même dire que sa dernière campagne présidentielle, ça a été un détournement des moyens de démocratie à son profit pour vendre des livres. Donc, je suis désolé, quand vous êtes un organisateur d'un événement privé, vous travaillez à l'OL, vous organisez un match, il faut mobiliser des CRS, et ben l'OL paye en partie sa sécurité. Là, sur un événement comme celui-là, il y a un problème de sécurité, mais ça reste une opération qui, avant tout, est destinée à faire du business pour Éric Zemmour. Donc, je ne suis pas sûr qu'on soit dans la question de la liberté d'expression. Mais ce n'est pas ça le sujet. Ce n'est pas que ce soit Éric Zemmour qui vend son livre, c'est que ce soit Éric Zemmour. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Est-ce que la même décision aurait été prise? Je ne suis pas sûr. Si, ça a été pris pour Annie Ramadan, par exemple. Parce que pourquoi la mairie de Villeurbanne accepte au départ et finalement... Oui, parce qu'en fait, elle ne sait pas. Enfin, oui, je pense qu'il n'y a pas... Moi, personnellement, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que vient de dire Raphaël. C'est-à-dire que c'est effectivement une opération commerciale qui a eu tromperie vis-à-vis du maire de Villeurbanne, qui, à mon sens, effectivement, a pris une bonne décision. Si Éric Zemmour avait voulu faire un meeting, dire ouvertement « Salut, je suis les amis d'Éric Zemmour ou résistons ou je ne sais pas quoi, et je veux réserver pour faire un meeting », le maire de Villeurbanne n'aurait pas posé problème là-dessus. Là, ce que M. Zemmour veut, c'est utiliser un local payé par les contribuables, utiliser la police payée par les contribuables pour se faire du beurre sur l'argent des contribuables. Bon, ça fait 20 ou 30 ans qu'il fait ça. Au bout d'un moment, il faut peut-être que ça s'arrête, non? Mais il est tout à fait, à mon avis, possible de louer. Enfin, à mon avis, c'est même pas ça, c'est que c'est déjà arrivé pas mal de fois qu'il y ait un certain nombre de leaders d'extrême droite qui puissent s'exprimer librement à Villeurbanne. Terre et Peuple de Pierre Vial, organisation extrêmement radicale, ça qui ferait passer Éric Zemmour pour un aimable punk à chien. Elle est située à Villeurbanne, personne l'a interdite. Simplement, quand on arrive, il faut avoir un peu de courage. Monsieur Zemmour, apparemment, il aime l'argent et pas le courage, parce qu'il a réservé une salle sans le dire. Voilà, c'est ça qui se passe. Mais je pense que si demain il veut réserver une salle à drapeau ouvert et en payant les moyens qu'il veut, il pourra tout à fait le faire. Damien, vous êtes convaincu qu'on laisserait faire un meeting de Éric Zemmour à Villeurbanne? C'est déjà arrivé. Non, peut-être, mais le vrai problème, il n'est pas là en fait. La démarche de Zemmour, c'est exactement ce qu'il obtient aujourd'hui. C'est-à-dire, parce qu'on va m'interdire de venir, on va parler de moi. C'est-à-dire qu'il sait pertinemment, en faisant ce genre de démarche, qu'il va y avoir une levée de bouclier ou pas. S'il n'y a pas de levée de bouclier de la part du maire, il y aura une levée de bouclier de la part d'autres gens. Là, le maire emboîte le pas des gens qui ont râlé, de façon justifiée ou pas justifiée. C'est ce que j'en pense. Moi, je pense qu'il faut laisser la parole à tout le monde. Je l'ai déjà dit plein de fois sur ce plateau. Mais la démarche de Zemmour, très clairement, quand il l'entame, il se dit, quoi qu'il arrive, on va parler de moi. Quoi qu'il arrive. Et ça fonctionne mais très bien. Mais il laisse la parole, mais qu'il n'utilise pas l'argent des contribuables pour ça. Mais il va pouvoir aujourd'hui détourner tous les sujets juste pour dire, déni de démocratie, on m'empêche de parler. Donc, il vaut mieux quelquefois dire, viens faire ta petite réunion. Certes, ça coûte de l'argent à la collectivité. Ça coûte de l'argent à la collectivité, comme ça peut être le cas aussi pour plein d'autres, plutôt que de monter au créneau, parce que finalement, on est en train de lui servir la soupe complètement. Il se passe avec Zemmour ce qui s'est passé avec Jean-Marie Le Pen au début des années 80. Plus on a tapé Le Pen, plus il a gagné des points dans les sondages. C'est le même modèle. C'est le même business. C'est le même business, c'est le même modèle. Le Pen, il réservait ses salles sous son vrai nom. Hein. Mais la différence, c'est que... là, c'est tromperie. Le Pen, il était installé dans le paysage politique depuis très longtemps, mais au début des années 80, François Mitterrand l'a surutilisé à son bénéfice. Résultat des courses, à force de taper Le Pen, il l'a fait monter dans les sondages. Et alors, je ne compare pas Marine Le Pen à Jean-Marie Le Pen, mais Jean-Marie Le Pen, il a eu des résultats
dans la foulée aux législatives. On oublie souvent qu'ils ont déjà eu des députés aux Mais c'est pas la législatives. question. Sur la proportionnalité. La question, c'est de réserver une salle par tromperie et de donner les moyens publics. Le reste, mais qui le réserve, Mais, je veux dire, il aurait réservé sous son vrai nom, pas demander l'argent de la puissance publique, mais moi j'aurais été contre cette décision. Là, je soutiens la décision du maire la même parce qu'il y a chose. ça. Mais la même chose, je dis juste que la démarche de Zemmour, elle est volontaire, Oui, parce bien qu'il sûr. sait qu'il va faire parler, et c'est son seul objectif. Oui, et en dans ce point de fait, vue-là, on est d'accord. et la mairie de Villeurbanne, et les opposants, et les médias tombent dans le piège. Eh ben, arrêtons d'en parler. Eh bien, on passe à notre troisième sujet du jour. Lyon Mag est tombé dans le piège. Il concerne ce sondage sur Bruno Bernard un mois après Grégory Doucet. C'est au tour du président écologiste de la métropole de Lyon de faire face à l'avis des habitants du territoire. Le sondage IFOP Fiducial est publié ce vendredi par Lyon Capitale. Il nous apprend deux choses. L'élu écologiste est inconnu, mais ses actions sont plutôt vues avec bienveillance, en tout cas bien plus que celles du maire de Lyon. Alors comment vous l'analysez autour de la table ? Damien ? Alors moi, je voudrais dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse, parce qu'il a un taux de notoriété de 38%, Ouais. ce que je trouve hyper important, pas par rapport à Bruno Bernard, mais par rapport à la méconnaissance qu'ont les grands métropolitains de la métropole. Ça veut dire que Bruno Bernard, qui est quand même plutôt discret, qui fait rarement des coups d'éclat, qui fait son job, qui fait d'ailleurs du terrain, il était hier encore ou avant-hier à Bron, finalement il a un taux de notoriété qui est relativement élevé pour quelqu'un qui ne fait pas de politique politicienne. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de coups. Si on compare ça avec Doucet, qui fait des coups politiques, en tout cas qui essaye d'en faire, il a un taux de notoriété qui est quand même plutôt élevé. Et moi je trouve ce sondage plutôt favorable. Je ne vais pas reparler ici de la technique du sondage où on interroge des gens qui ne sont pas tous inscrits sur les listes électorales et sur leur intention de vote, parce que ça, j'ai du mal à comprendre qu'on dise pour qui vous voulez voter alors qu'on n'est pas inscrit sur une liste électorale. Donc je pense qu'il a un taux de notoriété qui est assez élevé. Après, sur le contenu, mais je vous laisserai la main, je ne vais pas décrypter tout le sondage, sur le contenu, on voit que le taux de satisfaction en général est plutôt élevé et ça ne m'étonne pas complètement. Parce que même si les gens râlent parce qu'ils sont dans les bouchons, etc., ils voient quand même qu'il se passe des choses, et on l'a déjà évoqué sur ce plateau, ils sont quand même conscients du fait qu'à un moment ou à un autre, ça va aller mieux. Donc, en fait, ils donnent du crédit à Bruno Bernard en se disant, on est effectivement dans le dur, mais c'est pour faire quelque chose. Donc, je ne suis pas étonné. En revanche, je n'ai pas la question sous les yeux. Il y a un moment, il se fait effectivement un peu taper sur sa volonté de créer des bouchons pour empêcher les gens de venir. Ça ne m'étonne pas. Il y a une réaction épidermique des Lyonnais, des grands Lyonnais sur ce sujet-là. Mais honnêtement, je le trouve plutôt bon pour lui. Raphaël ? Oui, je suis d'accord sur la notoriété. C'est sûr qu'en réalité, elle est plutôt bonne. Surtout que ils n'ont pas donné son nom. Ils n'ont pas dit est-ce que vous connaissez Bruno Bernard. Ils ont demandé citez-nous. Donc c'est beaucoup plus juste. Bon. Et donc à 38%, c'est vraiment pas mal, effectivement. Je pense qu'on peut tester tous ses adversaires. Je ne suis pas sûr qu'il soit à 38%. Même David Kimmelfeld, à l'époque, il était pas forcément très haut non plus. Donc en réalité, effectivement, c'est plutôt... oui, donc voilà, il a été élu il y a 2 ans et demi quand même, mais ça veut dire qu'il a quand même réussi à être identifié dans son action. Et le sondage, en fait, il me paraît normal par rapport à ce type de collectivité. C'est-à-dire globalement, les gens, c'est quand même une collectivité qui fait beaucoup de choses. Et celui qui est à la tête de l'exécutif bénéficie quand même de l'action qui est la sienne, et puis il y a celle des services qui sont en place depuis un certain temps quand même. Donc il y a une satisfaction globale, ça me paraît assez normal, et ça montre en contraste que ce qui était anormal, c'était le sondage de Grégory Doucet, et que effectivement, dans le style Grégory Doucet, il y a quelque chose qui n'a pas encore été assimilé au maire de Lyon pour une fonction de maire par les électeurs. Donc notoriété finalement plutôt intéressante, taux de satisfaction plutôt élevé. Et puis il y a aussi le sondage qui s'intéresse à l'élection, si elle avait lieu ce dimanche, et qui place Bruno Bernard à la tête d'une liste NUPES, en tête au premier tour, devant les Républicains, devant Renaissance et devant le Rassemblement National. Samuel Soulier, c'est la catastrophe pour la droite, non ? Alors, pour la droite, oui. Non, c'est pas une catastrophe, parce qu'en fait, quand vous regardez effectivement le sondage de Bruno Bernard, en tête au premier tour, mais on note quand même un recul de 5 points par rapport à ce qui était aperçu avant. Et puis surtout, on a des Républicains qui augmentent de 7 points par rapport à leurs résultats du premier tour des élections métropolitaines de 2020. Et si je ne m'abuse, David Kimmelfeld devait être à 14 en 2020. Donc là, il prend également 8 points. Donc on sent qu'il y a une dynamique qui se crée de l'autre côté, qui est plutôt positive. Après, jusqu'où elle ira, on verra. Parce que Kimmelfeld et LR, c'est déjà ensemble ?
Non, pas du tout. Justement, j'analyse les deux scores. Celui de Philippe Cochet, qui serait la tête de liste des Républicains selon ce sondage, et David Kimmelfeld. On note deux dynamiques positives sur ces deux camps-là, et on note une dynamique plutôt un peu en baisse du côté de Bruno Bernard. Je reviens sur le taux de satisfaction, qui est le taux de connaissance de Bruno Bernard, qui est plutôt bon. Je tiens juste à le relativiser un tout petit peu. C'est qu'il est cité 45% des fois chez les gens qui critiquent son action. Donc finalement, on a quand même aussi à noter qu'il est un peu plus connu pour ce qu'il fait de mal que pour ce qu'il fait de bien. Et après, je vais relativiser sur son action, il a parfois su, effectivement, à la différence de Grégory Doucet, faire des choses qui n'allaient pas forcément dans le sens de Grégory Doucet, par exemple faire volte-face sur la ZFE et revenir sur le calendrier. Il a réussi à agir, à être pragmatique parfois, et ça, il faut le noter. Et je crois finalement aussi que les Lyonnais, peut-être ce sondage assez satisfaisant pour Bruno Bernard de 56%, est aussi dû au fait que beaucoup de Lyonnais vont impacter la politique de la métropole au maire de Lyon plutôt qu'au président de la métropole, parce qu'il y a cette méconnaissance de la répartition des compétences qui font qu'il est un petit peu épargné dans les sondages, je pense. Voilà. Romain ? Il y a un style Bruno Bernard. J'avais écrit il y a quelque temps là, dans Lyon Mag justement sur un certain nombre de choses qui le faisaient sortir justement effectivement de la ligne habituelle que vous avez citée de Europe Écologie sur un certain nombre de choses. On voit aussi qu'il veut bouger les lignes aussi au niveau national au sein de son parti, par exemple sur la question des énergies, où il veut quelque chose d'un peu différent. C'est un sondage qui, effectivement, est très bon sur la question de la notoriété, parce que la notoriété spontanée, ça vous l'avez relevé à très juste titre, c'est pas forcément évident. Évidemment, quand on donne une liste, on trouve souvent la bonne réponse, mais réponse spontanée, c'est pas si évident que ça. Effectivement, avec la faiblesse que vous avez relevée sur la question des oppositions, je vois que, par contre, ce qui est intéressant de voir, alors là, c'est loin des candidats en eux-mêmes, c'est que dans le sondage, contrairement à ce qu'on avait auparavant, où vous aviez la possibilité de transcender, c'est-à-dire des fois vous étiez électeur socialiste et localement vous votiez plutôt à droite, ou l'inverse. Et ben là, on voit que les électeurs, ils restent dans leur couloir. C'est-à-dire que principalement, les électeurs de Bruno Bernard, c'est principalement des électeurs Europe Écologie, Insoumis, Socialistes, etc., etc. Les électeurs David Kimmelfeld, principalement la majorité présidentielle. Les électeurs de Philippe Cochet, principalement LR. Donc on a moins cette capacité à transcender dans la politique lyonnaise, en tout cas dans ce sondage, que ce qu'on a pu avoir auparavant. Il y a quand même une bonne dynamique pour Bruno Bernard. Faut se méfier aussi des sondages, parce qu'il y a un an avant l'élection de Bruno Bernard, c'est Gérard Collomb qui était largement en tête des intentions de vote dans des sondages avec des méthodologies pareilles. Il y a, je trouve, un bon score des Républicains, réellement pour le coup, c'est-à-dire que être au-dessus de Renaissance, dans un endroit qui a été perdu en partie parce qu'il y avait une division au sein de Renaissance, eh ben, c'est quand même un bel exploit de la part de LR. Et je pense que c'est quelque chose qui va aller en s'intensifiant parce que David Kimmelfeld se situe plutôt, évidemment, veut se situer plutôt sur l'aile gauche de la majorité présidentielle. Il est dans un parti bien spécifique qui se situe aux frontières de la majorité présidentielle. Après, là, le sondage, simplement, je me permets, il part du principe que tout Renaissance se range derrière David Kimmelfeld, ce qui est loin d'être gagné. Je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que même en prenant cette hypothèse-là, c'est pour ça que je vous dis que c'est d'autant plus remarquable cette performance de LR, parce qu'effectivement, ils sont devant en prenant une hypothèse où, en plus, Renaissance, effectivement, serait totalement unifiée. Et donc, David essaye, quelque part, évidemment, de prendre une partie de l'électorat NUPES en essayant de se positionner plutôt à la gauche de Renaissance. Mais comme on voit que de plus en plus, c'est les enjeux nationaux qui sont vus par les électeurs du Grand Lyon, contrairement à ce qui pouvait être avant, où vous aviez des dynamiques différentes sur le local et le national, et on voit que ça a tendance à disparaître, ce genre de choses. Ça va être compliqué si la majorité présidentielle au niveau national continue à dériver vers la droite. Ça va être compliqué parce que du coup, les gens préféreront l'original Philippe Cochet à la copie David Kimmelfeld. Allez, on arrive au terme de l'émission. Je vous redistribue la parole à tous si vous le souhaitez, mais rapidement. Oui, je voulais juste dire un petit mot. Effectivement, on voit que sur sondage, il y en a un qui disparaît dans les intentions de vente, c'est Gérard Collomb. Logiquement, et en fait, il avait fait à peu près 15%. Ils ont été interrogés, les gens, sur Collomb ? Non, ils n'ont pas été interrogés, mais en fait, vous voyez finalement les 15% qu'avait fait Gérard Collomb au métropolitaine en 2020. Finalement, elle se reporte en partie sur la liste LR qui est à plus 7 points et en partie sur la liste Kimmelfeld plus 8 points. Donc on voit qu'il y a une division de ces voix, comme vous le disiez, qui sont
un peu à cheval entre la droite et Renaissance, qui se divisent assez naturellement vers l'un et l'autre des candidats. Donc finalement, le score est assez représentatif de ce qu'il y avait en 2020. Raphaël? Oui, juste pour moi, le point d'inquiétude du sondage, c'est l'insatisfaction sur la question du logement et surtout du social. Vous avez parlé des automobilistes, que les automobilistes ne soient pas satisfaits, c'est à la rigueur. Ils le sont plutôt d'ailleurs. Bah, Étonnamment. sur la question de la voiture, ils sont plutôt insatisfaits, ça me paraît assez logique. Mais la question du social, on sait que les écologistes ont rarement été très audibles sur ce sujet-là. Or, c'est une collectivité qui a beaucoup de compétences. Ça signifie que la politique, alors ils ont présenté la semaine dernière leur nouvelle politique, mais pour l'instant, elle n'imprime pas et il y aura sans doute besoin qu'ils soient capables d'agir là-dessus. Il y a un désaccord Vessilier-Père sur la construction des logements neufs. Oui, alors c'est Ah moins non, vrai que mais ça. si, Mais là, si, vous parlez si, du non, mais logement, moi je réellement. parle surtout du social. Oui, mais le logement, c'est aussi un outil de la politique sociale. Et pourtant, sur les deux politiques, ils dépensent énormément d'argent. Bah c'est la le grosse gros budget. compétence, la sociale, c'est quand même la grosse compétence de la Bien sûr. métropole, qui n'est pas encore identifiée par son action, parce qu'elle est contrainte. Hein, quand on distribue le RSA, on n'a pas une marge de manœuvre énorme. Mais c'était un outil quand même pour faire mieux en la matière, et pour l'instant, les expérimentations ne sont peut-être pas assez visibles. Le mot de la fin, Damien? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je crois que les gens ne connaissent pas les compétences de la métropole. Et c'est vrai, quand on est un lambda lyonnais, la politique du logement, la politique sociale, on ne sait pas à qui l'attribuer. Donc quand on est mécontent de sa situation sociale, ce qui est un peu le cas en ce moment en France, eh ben, on va l'attribuer dans un sondage quand on vous pose la question au premier sur lequel on vous interroge. En matière de logement, c'est exactement la même chose. Juste le mot de la fin, je constate que dans tous les sondages qui sont sortis municipaux ou métropolitains, on a toujours David Kimmenfeld partout. Donc ça veut bien dire à un moment ou à un autre qu'on va nous le pousser, il va falloir qu'il fasse un choix. Oh, pourquoi il peut se présenter aux deux, hein. Aussi. Allez, c'est l'heure de nous quitter. Merci pour vos retours, votre fidélité. L'actualité continue sur lyonmac.com et on se dit bien sûr à la semaine prochaine.